Manuel Bompard recadre Ruth Elkrief. Alors si vous avez suivi Ruth Elkrief fait ouin face à Jean-Luc Mélenchon, évidemment toute la bourgeoisie se réunit autour d'elle, de Darmanin à Tondelier, tout ça. Jean-Luc il est méchant, la France insoumise c'est des islamistes, machin, on connaît le truc. Si vous vous demandez pourquoi il fait nuit, c'est parce que ma lampe n'a pas de chargeur, donc il va falloir donner sur le Tipeee pour que je puisse acheter un deuxième chargeur, parce que j'ai 2 lampes mais j'ai qu'un chargeur. Bref, on va passer sur du Manuel Bompard qui clash Ruth Elkrief. Et voici. Il y a une partie de la classe politique aujourd'hui qui a décidé de jeter en pâture au peuple français la figure du musulman comme étant le responsable de tous les maux. Et quand nous disons que justement parce qu'on est laïque, on ne peut pas s'en prendre à une personne en fonction de sa confession religieuse, vous êtes en train de me dire que nous essentialisons les gens. Mais arrêtez, nous disons justement qu'il ne faut pas s'en prendre. Ça c'est le fameux truc, c'est si tu parles de « ouais, ces gens-là sont victimes de racisme », on te dit « ah bah t'es raciste parce que t'as dit que en fait les Arabes ça existait et donc ça veut dire que t'es raciste ». Bah non, tu dis les Arabes ça existe dans la tête des racistes, il y a des gens qui sont vus dans la société comme étant des Arabes et ils sont victimes de racisme, ça veut pas dire que tu veux que de tout temps il y ait cette racialisation quoi. À quelqu'un en fonction de sa couleur de peau ou de sa religion, et que les musulmans de ce pays ont les mêmes droits que l'ensemble des Français, comme les catholiques de ce pays, comme les juifs de ce pays, comme ceux qui n'ont pas de religion. Mais vous comprenez voilà ce que nous disons. Et quand, non, je ne le comprends pas. Ce qui devrait... Mais attendez. C'est quand même le truc le plus paradoxal. L'inversion accusatoire permanente de dire la France insoumise, essentialise les musulmans, la France insoumise. Ils vont nous expliquer que le problème en France, à l'heure où il y a des néo-nazis qui vont faire des ratonnades pour, je cite, casser du bougnoul, le problème, c'est la France insoumise qui les défend. Attendez, maintenant que dans les quartiers populaires, il y a des gens de toute confession religieuse, il y a aussi des musulmans dans les quartiers populaires, et il y a aussi des gens qui n'ont pas de religion, etc. Et donc, faut pas les réduire à ça. Mais personne ne les réduit à ça, madame. Mais quand on cible du doigt les musulmans de ce pays, en essayant de faire croire que c'est eux qui sont responsables de tous les maux, en essayant de les rendre responsables en quelque sorte de l'acte d'un déséquilibré... Mais Bompard, là, il a passé un cap sur cette interview-là. Je trouve qu'il est bon. Il est vraiment bon, alors que Bompard, des fois, il manquait un peu de prestance et tout. Et ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Parce que, bon, malheureusement, Jean-Luc Mélenchon, il va pas se présenter 15 fois de suite. Et on va avoir besoin d'avoir des individualités aussi qui sortent à gauche. Comme on peut y assister déjà depuis hier soir par exemple, heureusement qu'il y a des gens pour dire ça c'est inacceptable. Et maintenant vous essayez d'inverser les choses pour essayer de dire que parce que nous disons que c'est inacceptable, c'est nous qui essentialisons les gens. C'est pas nous qui avons dit Allah Akbar, ni qui non mais attendez, là aussi vous inversez les choses. Écoutez, Allah Akbar comme certains autres termes sont des termes de gens qui pratiquent une religion et qui veulent rendre hommage à leur Dieu, ils ont le droit de le faire, d'accord. Mais quand on est responsable politique laïque, on n'est pas obligé de le reprendre. Mais là aussi, vous inversez les choses. Dire à la... J'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'il raconte avec Allah Akbar? Il nous explique que la France insoumise et la France islamiste parce qu'elle aurait dit à Allah Akbar. C'est quoi cette histoire? Télévision comme Madame Tondelier que utiliser ce terme est débile puisque ce qu'elle a dit, oui, c'est un problème. Responsable politique français elle intervenait, je précise. Un responsable français laïque n'a pas à dire que tel ou tel propos tenu dans telle ou telle religion est débile. Si moi j'arrivais et je disais tel truc de la religion catholique est débile, légitimement on me dirait mais pourquoi vous dites ça? Vous sortez de votre rôle. Donc ne me faites pas passer pour... bien sûr, si tu critiques, je sais pas, quelqu'un qui dit un truc genre amen ou je sais pas quoi, ça peut être dans le langage courant. En fait, ils se rendent pas compte que y a des gens en France qui sont musulmans qui utilisent aussi Allah Akbar comme ça, comme un terme assez commun en fait dans leur langage, ou Inch'Allah ou je sais pas quoi, et que ça veut pas dire que c'est des islamistes quoi. Et aller dire ah non mais c'est des conneries, c'est des propos honteux, ça c'est islamophobe en soi. Un communautariste ou je ne sais pas quoi, alors que précisément je défends l'unité du peuple français, la laïcité, le refus des stigmatisations en fonction de la religion, la lutte contre le racisme. Ce sont pas les journalistes qui le font. Si, c'est vous qui êtes en train de le faire. Ce sont les Français qui l'entendent. Mais arrêtez, vous n'êtes pas les porte-parole des Français, madame. Vous ne connaissez pas. Les musulmans existent, ils ne s'en remettront jamais. Non mais c'est ça, les mecs sont matrixés.
Je dis Inch'Allah toutes les 2 phrases alors que je ne suis et je n'ai jamais été musulman. Non mais oui, ils sont matrixés. C'est leur peur de petits bourgeois islamophobes de merde et voilà quoi. Ce que pensent les Français plus que moi, d'accord? Donc arrêtez de dire ça. Ça, c'est le point de vue que vous exprimez. Et moi, j'exprime le mien. Et les gens qui nous écoutent doivent entendre, je crois, la clarté de ma position. Ma position, c'est que moi, je suis attaché à l'unité du peuple et je serai toujours lutté. Mais bien sûr que c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Et je vais même vous dire quelque chose et je m'arrête là. Ah, il est bon En vrai, là, il est bon de fou. Cet après-midi, il y a une manifestation. Une manifestation contre le racisme. Hommage aux 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Cette marche qui, dans les années 80, était partie de Marseille et était venue à Paris. Depuis, malheureusement, il y a encore beaucoup de travail sur ce sujet. Eh ben, moi, je serai présent. Dire Alléluia sur un plateau télé, ça les trigger à tester? Non, mais bien sûr que ça les trigger pas. Tu dis Alléluia, tu dis Amen, ça va pas les trigger. Enfin... Même tu dirais Mazel Tov ou je sais pas quoi, ou Yallah, est-ce que ça va les trigger? Enfin... Non, ils s'en battent les couilles, je pense. À cette manifestation. Et j'espère que tous ceux qui essayent maintenant d'inverser ceux qui sont les racistes et les antiracistes seront présents à cette manifestation. Mais je sais que ça ne sera pas le cas. Ah oui, ça c'est le fameux truc, ouais. Les vrais racistes sont les antiracistes, hein, d'après l'extrême droite. Hein. Et là, Bompard a été très très beau aussi dans cette interview face à Ruth Elkrieff qui essayait de le tacler en fait et d'inverser les accusations. Vive Gaza, vive la résistance, génocide. Est-ce que... Ça c'est ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon dans une allocution qu'on va aussi faire en capsule, peut-être même qu'on va sortir avant cette vidéo, où Jean-Luc Mélenchon il dit vive Gaza, vive la résistance, et il parle de génocide potentiel en cours à Gaza, de risque génocidaire, je crois. Que ce sont des mots qui encouragent à la paix civile. D'abord, madame, dans votre question, avant de passer l'extrait, vous avez affirmé des choses qui sont totalement fausses. Et donc... J'aime bien, genre elle est pour la paix civile, genre elle met jamais d'huile sur le feu, non. Elle ne crée pas un clivage entre musulmans et non-musulmans. Donc je veux les corriger ici devant tout le monde. D'abord, j'ai condamné dès le premier jour les actions qui ont été commises par le Hamas. La branche armée du mouvement de résistance. Depuis le premier jour, les actions qui ont été commises par le Hamas. J'ai dénoncé les crimes de guerre et les actes de terreur qui ont été commis. On est le 3 décembre, soit 2 mois après le 7 octobre. On est toujours à être là. Est-ce que vous condamnez vraiment? Alors qu'il y a 6500 enfants palestiniens morts, qu'il y a des hôpitaux où il n'y a plus rien, où les gamins ils se font opérer à vif. Et ces gens sont toujours encore... Est-ce que vous condamnez le Hamas, quoi? Quel enfer. Et j'ai demandé depuis le premier jour un cessez-le-feu, la libération des otages, la fin des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Mais si vous ne l'avez pas entendu, c'est que vous avez mal lu, parce que, madame, je vous renvoie à l'intervention que j'ai faite le 9 octobre. Et là, il faut vraiment être un débile profond de droite pour penser que ceux qui se font maltraiter dans les médias, c'est Le Pen. Hein. C'est vraiment la France insoumise. Hein. Elle a dit « Ah, j'ai pas entendu ». Alors tout le monde a entendu Bompard condamner les crimes de guerre, tout le monde. Je vous renvoie à la réunion qui a été organisée par le président de la République le 11 octobre, dans lequel j'ai transmis avant cette réunion un courrier au président de la République dans lequel je lui ai demandé d'agir pour un cessez-le-feu en fixant comme préalable la libération de l'ensemble des otages. Mais vous ne qualifiez toujours pas le Hamas d'organisation terroriste. Est-ce que vous-même... Oh là là, la boucle éternelle du Hamas comme organisation terroriste. Oh là là, qu'est-ce qu'on en a à foutre, sincèrement. C'est vraiment une injonction à utiliser un mot en particulier, on s'en fout, quoi. On s'en fout. Le mec dit je condamne les crimes de guerre des deux côtés et c'est est-ce que c'est terroriste ou pas? Monsieur Ruffin l'a entendu lorsqu'il dit dans Le Monde nous ne sommes pas à la hauteur de la situation. Monsieur Ruffin qui est membre de LFI. Il n'a pas dit ça, monsieur Ruffin. Il a dit ça. Si nous ne sommes pas capables d'avoir une parole audible, alors nous ne serions pas à la hauteur de la situation. Notre parole, dit-il. Ils utilisent tous les gens qui vont à l'encontre de Mélenchon à l'intérieur de la LFI, même quand c'est Ruffin qui le fait quand même de manière assez propre en général. Hein, c'est pas un anti-Mélenchon primaire. Mais c'est vraiment, il se ligue parce qu'il flippe en fait. Il flippe que en 2027, ce soit pas Le Pen qui passe ou Macron ou Édouard Philippe ou je sais pas qui, mais que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Bompard ou quelqu'un comme ça. Ou Panot.
n'est pas à la hauteur de la gravité des événements. Je considère que notre parole est à la hauteur de la situation. J'étais en train de corriger les mensonges que vous avez proférés dans votre question. Je termine de le faire. Vous dites que nous n'avons pas eu de compassion ou d'émotion. C'est totalement faux. Et je ne sais pas comment vous pouvez exprimer à la place d'une personne de savoir si elle a ressenti de l'émotion ou si elle a exprimé de la compassion. Pour ma part, j'en ai exprimé. Vous avez dit tout à l'heure, madame, que nous n'avons pas dénoncé ou dénoncé les viols. Elle peut lire dans ta tête et savoir que tu condamnes pas assez. Hein. Tu n'as pas été assez triste, tu n'as pas pleuré. Ils avaient dit ça une fois, Mélenchon. Est-ce que vous l'avez vu pleurer pour les otages? Est-ce que vous avez vu Mélenchon pleurer? Qui aurait été commis par le Hamas. Nous l'avons fait et nous l'avons fait et je le refais à cet instant sans aucune difficulté. Vous le faites aujourd'hui. Non, madame, je l'ai fait. C'est bien parce que ça fait une semaine que... Si vous voulez me donner des leçons, madame... Non. Alors maintenant, dites-nous, monsieur Bompard, pourquoi... Dites-nous, monsieur Bompard, en quoi ça a un appel à la paix civile de parler de génocide et de parler... C'est chiant cette manière de couper la parole aussi, c'est insupportable. De résistance dans un climat inflammable comme il est celui de la France. Je vais répondre à la deuxième partie de votre question, mais si vous aviez évité dans la première partie de votre question de mettre l'ensemble de ces fausses informations, j'aurais pu y répondre immédiatement. Donc, maintenant, sur la question de risque génocidaire, puisque c'est les propos qui ont été tenus par Jean-Luc Mélenchon. Attendez. Le 2 novembre dernier, 7 rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont déclaré... Oui, mais les Nations Unies, d'après Ruth El-Krief, elle l'avait dit, hein. Qui croit encore aux Nations Unies? Elle avait dit un truc comme ça, je crois. Il faut regarder dans les capsules que j'ai faites, mais je me souvenais plus ce qu'elle avait dit exactement. Mais voilà, les Nations Unies, l'ONU, est-ce qu'au fond l'ONU n'est pas antisémite, hein? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que l'ONU n'est pas pour les islamistes? Nous restons convaincus que le peuple palestinien court un grave risque de génocide. Le 13 octobre dernier, le secrétaire des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a déclaré « Je suis horrifié d'entendre le langage du génocide entrer dans le discours public ». Le samedi 28 octobre dernier, a fuité une note du ministre israélien du renseignement qui proposait un plan en 3 étapes pour obtenir l'évacuation totale de la population palestinienne qui habite. Putain, mais il dit des trucs de base en fait. Il a les données et eux ils sont toujours là. Oui, mais est-ce que c'est une organisation terroriste, le Hamas? Il y a une putain de population qui est en train de subir un nettoyage ethnique potentiellement génocidaire. Enfin, vraiment, ils ont du sang sur les mains, hein, ceux qui nient ça. Hein, et qui essaient de faire passer la France insoumise pour je sais pas trop quoi. Vous avez vu le bandeau là? La France insoumise trop ambigu, merde, avec le Hamas. Vous avez vu ce bandeau? Aujourd'hui. Alors je vais vous répondre, monsieur, par la voix de Vincent Duclerc, qui est historien spécialiste des génocides et qui a donné une longue interview dans Libération. Une situation humanitaire même effrayante ne suffit pas à qualifier un génocide. Un génocide, ce sont des faits prouvés d'intention et d'entente en vue de la destruction d'un groupe ciblé. Ces éléments ne sont pas réunis. Même la politique coloniale ne suffit pas à parler de génocide. L'opération de Gaza est d'abord une réponse à l'attaque terroriste du 7 octobre et non le déclenchement. Mais c'est pas ce qu'il dit. Mélenchon, il a pas dit il y a un génocide, il y a un risque de génocide. Et le gars de l'ONU aussi. Ils disent pas il y a déjà un génocide, c'est insupportable. Ils trouvent un historien pour faire dire n'importe quoi. Enfin, pour lui faire dire n'importe quoi et dire voilà, c'est pas grave ce qui se passe actuellement à Gaza, quoi. Ces gens-là ont du sang sur les mains, c'est insupportable. Hein. C'est insupportable. Hein. Il se régale, le gars qui rédige le bandeau. Bah ouais, il fait comme moi avec les titres. Je cite, ex nihilo, d'une extermination au moyen d'une catastrophe humanitaire intentionnellement créée. Vincent Duclerc est un des spécialistes historiens des génocides et il s'est exprimé dans le journal Libération. Donc ça mérite débat. Mais bien sûr, ça mérite plus que débat. Et c'est même très grave de lancer ce mot-là. Madame, ça mérite débat, mais si vous voulez qu'on débatte de ce sujet, on en débat sérieusement. Parce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit il y a un génocide, il a dit il y a des risques génocidaires. Il y a des indices de risques génocidaires, premièrement. Et deuxièmement, peut-être que la personne que vous parlez... Bah exactement, il a pas dit il y a un génocide maintenant. À vos yeux, a plus de légitimité que le secrétaire général des Nations Unies ou que les 7 rapporteurs spéciaux de l'ONU. Mais moi, pour ma part, ma boussole en matière de droit international, c'est l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Et ça reste ma boussole. Pour le reste, madame, ce qui se passe à Gaza est un massacre de masse. Il est mort... Depuis le 7 octobre dernier à Gaza, davantage de personnes qu'en 4 ans de siège de Sarajevo. Vous pouvez considérer que ce n'est pas grave, peut-être. Vous pouvez considérer que c'est une défense proportionnée. C'est extrêmement grave et ça doit être condamné de la manière la plus ferme. C'est le double discours. Macron est aussi comme ça. C'est extrêmement grave. Ah oui, on lutte. Ah ouais, les pauvres Palestiniens, ils font rien. Ils ont été un soutien inconditionnel. Ça, c'est vrai.
ils arrêtent pas de dire oui, le Hamas et les faits ambigus, machin. Eux, ça a été un soutien inconditionnel à ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire la mort de 6500 enfants. Comment ça s'appelle, le secrétaire général de l'ONU qui dit Gaza est devenu un cimetière pour enfants. Ils en ont rien à foutre. Ils sont là, ah oui, non, mais c'est très triste. Possible. Et j'observe que même le vice-président des États-Unis tout comme les massacres du 7 octobre. Bien sûr, madame, je l'ai fait. Parce que moi, je n'ai pas de propos à géométrie variable. Mais je pense que, dorénavant, il est temps que la France prenne une parole plus forte que ce qu'elle a prise aujourd'hui pour demander que les bombardements s'arrêtent, pour faire en sorte qu'on puisse avoir un cessez-le-feu permanent et définitif, pour faire en sorte qu'on puisse avoir la libération de l'ensemble des otages, pour faire en sorte qu'on puisse avoir la libération d'un certain nombre de prisonniers politiques palestiniens qui croupissent aujourd'hui dans les prisons israéliennes, pour faire en sorte qu'on ouvre... Ils sont l'équivalent des otages ? Je ne dis pas que c'est l'équivalent, madame, mais il y a un certain nombre de prisonniers... Ouais, il dit pas que c'est l'équivalent, moi je le dis, hein. Garder en détention des prisonniers politiques non jugés, c'est quoi en fait? C'est quoi la différence avec des otages? Bah à ce moment-là, on peut dire oh voilà, c'est des prisonniers politiques, les otages pris par le Hamas. Enfin, c'est quoi la différence, sincèrement? Ils prennent des gamins comme ça dans les rues, ils les foutent en tôle sans les juger. Prisonniers politiques palestiniens qui, pour un tiers d'entre eux, sont détenus sans aucun jugement, dans une justice et une juridiction qui est une juridiction d'exception. Ils doivent être libérés également. Et tout le monde sait, toutes les personnes sérieuses savent qu'il faut réouvrir un processus de paix pour avoir une solution qui soit une solution politique. C'est celle qui permet... Oui, non, mais je sais qu'il n'a pas le droit de le dire, sinon ça lancerait une polémique de plus. Non, mais je lui en veux pas. Et moi, je le dis. Moi, j'ai le droit de le dire. J'ai la petite liberté qu'il n'a pas parce que je suis sur YouTube et que j'ai pas son audience et que je suis pas un responsable politique. Mais oui, mais l'enfant a jeté une pierre sur un tank. Non, mais c'est un peu ça, quoi. Permettra aux Palestiniens de pouvoir disposer d'un État, c'est celle qui permettra aux Israéliens de pouvoir disposer de la sécurité. Tout le monde le sait. Donc maintenant, plutôt que des polémiques ridicules, mettons tous nos efforts dans la même direction, c'est-à-dire faire en sorte que ces massacres s'arrêtent et que la paix qui arrive soit enfin une paix juste et durable. D'ailleurs, à propos des otages, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais il y avait beaucoup d'extraits avec des otages, anciens otages du Hamas, qui disaient voilà, que ça s'était bien passé, que tout le monde était très gentil et tout. Et je sais pas à quel point c'est de la propagande ou pas. Je veux dire, je veux pas me faire piéger par non plus la propagande. J'imagine bien que le Hamas, quand ils font sortir, pas que le Hamas d'ailleurs, les Palestiniens, quand ils font sortir des otages, ils ont intérêt aussi à montrer des images en disant bah regardez, nous les otages, on s'en occupe bien. Mais c'est vrai qu'il y a des images qui sont qui font un peu réfléchir, quoi. C'est assez étonnant, hein. Je sais pas si vous en avez vu, mais des otages israéliens qui vraiment remercient. Il y avait il y en avait une notamment, je vais essayer de la retrouver. Ouais, je retrouve pas forcément. Il y avait ces images-là, par exemple sur Réaliste, les ex-otages du Hamas font des câlins aux brigades Al-Qassam. Ok. Welcome. Enfin, quand on voit la différence avec les prisonniers politiques, enfin les 10 prisonniers politiques, les otages palestiniens qui sont torturés, qui sont violés, qui sont à 30 dans une cellule, qui font des années à l'isolement et tout, sincèrement, ça pose question. Mais après, moi je sais qu'il y a aussi un aspect, genre lui là, ils m'ont battu avant de me libérer de la prison d'Afa, puis ils m'ont battu alors que j'étais examiné par le médecin, la situation est horrible dans les prisons, ils s'en prennent aux détenus. Vraiment, je trouve ça bizarre. Après, je sais, ouais, syndrome de Stockholm, on dit, mais bien sûr qu'il y a un côté, il y a un côté peut-être psychologique, il y a peut-être de la manipulation psychologique de la part des Palestiniens, du Hamas et tout. Je sais pas, mais moi je trouve que c'est étonnant parce que d'un côté, on a vraiment des gars qui arrivent et qui disent ouais, on s'est fait torturer, et de l'autre, les gars disent ouais, bah, en fait, c'était assez correct et tout. Alors qu'ils sont pas restés très longtemps. Je crois que le syndrome de Stockholm, ça prend plus de temps que ça à se mettre en place de ce que j'avais lu. Bref, je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Si vous avez des informations, peut-être qu'il y a eu des enquêtes d'ailleurs journalistiques qui pourraient être intéressantes. Tous les témoignages vont dans le même sens, elles sont bien traitées. D'ailleurs, l'État israélien ne demande pas qu'elles soient interrogées par les médias, bien au contraire. Mais ouais, c'est bizarre, hein. Et pourquoi les Palestiniens n'auraient pas de syndrome de Stockholm alors que les Israéliens en ont?
Bah ouais, non, mais c'est vraiment chelou, quoi. Non, le syndrome de Stockholm intervient après une longue détention. Syndrome de Stockholm ou pas, les images restent d'après propagande ne soient pas relativisées le 7 octobre. Non, mais il ne s'agit pas de relativiser les crimes de guerre, il s'agit de dire, c'est quand même bizarre. D'un côté, les otages, ils reviennent, ils disent, ouais, on s'est fait violer, torturer et tout. De l'autre côté, ils sont là, on fait des checks avec le Hamas, quoi. Dans l'islam, tu n'as pas le droit de toucher aux prisonniers, respect de la guerre. Ouais, mais je suis d'accord, mais tu vois, les prisonniers de Daesh, les prisonniers de Daesh, c'était pas comme ça, hein. T'as des histoires avec des viols et tout. Bien sûr que Daesh, c'est pas comparable, mais vous me dites, dans l'islam, on n'a pas le droit de torturer des prisonniers. Je vous dis, Daesh se revendique de l'islam, il torture des prisonniers. Donc ça veut pas dire... Je sais bien que Daesh, c'est pas le Hamas, je suis le premier à le dire. Daesh, c'est pas l'islam, il se revendique quand même de l'islam. Je veux dire, je veux bien... Ils sont game over depuis 2019, mais je sais bien, c'est pas le souci. Je sais bien. Pas du ring, donc le 5 octobre, il n'y a pas eu de viol, ils sont allés les chercher après un gros câlin, je sais pas. Non, mais le 7 octobre, si. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des otages qui ont été pris et qui disent que ça s'est bien passé. J'imagine qu'ils n'ont pas été violés le 7 octobre, ils diraient pas ça sinon. Ou alors, peut-être que c'est une manipulation psychologique, ou alors c'est une manipulation médiatique, j'en sais rien, moi. Je dis juste, c'est quand même étonnant, parce qu'il n'y a pas eu une image d'un... comment ça s'appelle, d'un otage israélien qui dit ah non mais c'était l'enfer, on s'est fait violer, torturer, je sais pas quoi. Si Daesh on est musulman, ben non mais Daesh de toute façon il se revendique de l'islam. Après moi je suis pas là pour juger qui est un bon musulman ou pas, je m'en branle, mais c'est pas dire que ça